la tâche de réfléchir aux conditions du sursaut ou de la poursuite du projet européen. Et bien pour commencer, je vous dirais que le projet européen est assez convalescent. Donc dans ces conditions, je vais me demander comment on peut reprendre une intégration qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire pour relever des enjeux mondiaux et européens, tout en renouant durablement avec les populations. Alors d'abord, l'Europe revient de loin. Donc la première crise qu'on notait il y a 10 ans, c'était la crise financière, puis de la zone euro. La deuxième crise, c'était la crise des réfugiés, ou d'après certains, la crise des migrations, qui se traduisait aussi, ou se conjuguait avec la crise sécuritaire, puisqu'on notait des attaques terroristes multiples dans plusieurs pays européens. La troisième crise, et sans doute la crise centrale qu'on traversait, c'était la crise politique. Nous avions une défiance des opinions qui était particulièrement forte. Effectivement, la période du consensus permissif, à mon avis, est très loin derrière nous. La deuxième crise politique, c'est la division des États. On a le sentiment que quelquefois on n'a plus grand-chose à faire ensemble en Europe. Troisième crise politique, c'est un peu plus technique, c'est la crise de la méthode communautaire. Le Conseil européen, qui a acquis un pouvoir assez paradoxal en fait, mais qui en tout cas a imposé une méthode dite intergouvernementale, qui a en fait été très peu démocratique, puisqu'il n'y avait pas de contrôle réel du Parlement européen. Quatrième crise politique, la crise du Brexit, qui est en fait une crise existentielle pour l'Union européenne, puisque c'est la première fois qu'un État membre demande à sortir d'une construction politique aussi poussée que celle-ci. L'Ukraine a été très déstabilisée, la Syrie est en lambeaux, malheureusement, et donc dans les deux cas, à la suite aussi des printemps arabes qui avaient commencé au début des années 2010, on voit bien que le voisinage européen est fragile. C'était la crise du voisinage, alors que paradoxalement l'Union européenne a souhaité le stabiliser par l'exportation de ses valeurs démocratiques et par l'intensification des liens commerciaux qui apporteraient prospérité et paix entre les peuples. L'Europe va effectivement plutôt mieux. La première raison, c'est qu'elle a réduit et clarifié ses priorités politiques à l'initiative de Jean-Claude Juncker, qui a été le premier président élu en 2014 par le Parlement européen en vertu d'une disposition du traité de Lisbonne. Ces priorités, elles étaient économiques, mais il y avait aussi des priorités qui étaient environnementales, et il y avait aussi, et peut-être surtout, je vais y revenir, des priorités qui étaient plus régaliennes, puisque ce programme de travail mettait l'accent sur la gestion des migrations ou encore le développement des capacités de défense, qui se traduisait aussi par une réduction des textes législatifs et un respect du principe de subsidiarité qui soit plus net. Une deuxième raison, c'est qu'il y a un besoin d'Europe qui est renouvelé au sein des opinions publiques. C'est-à-dire qu'elle voit dans l'Union européenne un levier politique qui est pertinent pour répondre à un certain nombre de grands enjeux contemporains, que ce soit le changement climatique, la concurrence économique, la gestion des migrations ou encore la stabilisation du voisinage. En revanche, ce qui me paraît net, c'est que les gens demandent des débats sur les orientations politiques de l'Union européenne et sur son fonctionnement institutionnel. Alors j'en viens maintenant à ma troisième partie, comment l'Union européenne peut retrouver une dynamique positive. Il y a 4 conditions pour que cette dynamique positive arrive. La première, c'est la valorisation des atouts et des acquis européens. L'Union européenne ne s'occupe pas de tout, il y a des compétences qui sont exclusives, beaucoup sont partagées entre l'Union européenne et les États membres, donc on ne peut pas blâmer l'Union européenne de tout. Et puis, je crois aussi qu'il faut expliquer les implications de l'adhésion à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être membre de l'Union européenne? Le deuxième point, c'est de relayer justement ce besoin d'Europe que j'évoquais, c'est-à-dire, en fait, concrètement, de débattre le plus souvent possible avec la société civile organisée, les syndicats, les patronats,
les chambres d'agriculture, les lycéens, enfin bref, tous les groupements qui permettent d'avoir des remontées du terrain sur les perceptions qu'on peut avoir de l'Europe, c'est-à-dire ses insuffisances, ses orientations politiques, mais aussi son potentiel. La troisième condition pour renouer avec une dynamique positive dans le projet européen, qui je crois est la plus importante, c'est de poursuivre dans cette ligne qui a été actée, pas toujours assumée, mais de l'Europe qui protège. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire plus en matière de protection des frontières, il y a encore beaucoup de choses à faire, au-delà du corps de garde-côte européen qui a été acté. Il va falloir réformer le droit d'asile, il va falloir vraiment gérer les migrations économiques. Derrière, entre guillemets, les réfugiés, il y a les migrations économiques. Et les gérer, ça veut dire financer le développement des pays d'émigration. Ça veut dire aussi coordonner les politiques migratoires nationales. Il va falloir aussi continuer les efforts en matière de défense au niveau européen. On a eu des avancées assez réelles ces dernières années. La création d'un fonds européen de défense, d'une initiative européenne d'intervention, c'est assez modeste. En même temps, dans ce domaine-là, c'est beaucoup. Dans le domaine économique, il va falloir muscler les dispositifs qui permettent de lutter contre les IDE hostiles. Il va falloir demander plus de réciprocité commerciale dans les accords commerciaux que l'Union européenne va conclure avec d'autres pays. Et puis enfin, en matière fiscale, on peut sans doute aussi aller de l'avant. La Commission européenne a proposé récemment de passer à la majorité qualifiée en matière fiscale. Je pense qu'il y a une quatrième condition pour retrouver une dynamique positive en Europe. Elle a trait à la pratique institutionnelle. La pratique institutionnelle, ça veut dire comment fonctionnent les institutions. La Commission européenne devrait continuer d'être organisée comme elle l'est actuellement, c'est-à-dire autour de grands projets politiques qui sont lisibles et qui permettent d'animer un peu les services. Une deuxième chose, c'est sur la mécanique des accords. Ça peut s'appliquer en matière fiscale, en matière de politique étrangère ou en matière de politique sociale, c'est-à-dire, encore une fois, le passage à la majorité qualifiée depuis un système d'unanimité. Mais aussi, fondamentalement, on peut envisager, pour le coup, que les coopérations renforcées soient utilisées réellement, c'est-à-dire qu'elles ne concernent que certains États. Lorsque vous proposez une coopération renforcée, eh bien, c'est de nature à débloquer un petit peu les oppositions, et non pas forcément à réduire le cercle de coopération à un nombre très limité d'États. On l'a bien vu en matière de défense, par exemple. L'Europe est évidemment encore très très fragile, il ne faut pas nier les réalités. Elle est toujours un peu au milieu du gué, entre un grand marché sans âme et un projet politique qui quand même existe, même si il est inachevé.